Bienvenue dans la série Fire Away du collectif féministe Nala. Nala est un groupe panafricain de 17 féministes dont la mission est de mobiliser les jeunes femmes d'Afrique et de la diaspora. Aujourd'hui, notre conversation porte sur la troisième revendication du manifeste, l'élimination de la discrimination entre les sexes. Et je suis tellement ravie d'avoir ma sœur Kessie comme invitée. Kessie travaille sur la consolidation de la paix et du développement pour la jeunesse du continent africain. Kessie, premièrement, comment vas-tu dans ces temps bizarres? Je vais très bien. Je vais très bien, merci Aya. Et maintenant, t'es où exactement? En ce moment, donc, je suis toujours en République centrafricaine, d'où je suis originaire d'ailleurs. Et je continue à travailler avec les jeunes, mais aussi à faire beaucoup de recherches dans le domaine de la construction de la paix. Ok, super. Alors pour commencer, je voulais juste demander, c'est qui Kessie? Dans trois mots. Alors, Kessie, c'est une rêveuse. Kessie, c'est une déterminée. Kessie, c'est une engagée. Je vois vraiment la différence entre déterminé et engagé parce qu'on peut être engagé, mais la détermination nous manque souvent. Et c'est peut-être d'ailleurs c'est ce qui porte aussi le mouvement Nala Femme parce que il y a beaucoup de femmes engagées, mais aussi déterminées. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, je me reconnais bien dans la dynamique. Absolument. Et rêveuse aussi, ambitieuse. Donc c'est vraiment, ça décrit Exactement. vraiment les femmes de Nala, ouais. Alors, parle-moi de ce moment où tout a changé pour toi, cette prise de décision vis-à-vis de ton parcours. Alors, le moment où tout a changé pour moi, c'est surtout le moment où j'entendais beaucoup parce que j'ai fait mes études à l'étranger et je suivais le pays de très loin, tout en venant de temps en temps. Mais là où j'ai vraiment eu le déclic, c'est de me rendre compte que la narrative sur l'engagement de la population centrafricaine, mais surtout de la jeunesse, donc qui représente une larme de la population, ne reflétait pas ce qu'on montrait au fait et ce qui se disait au fait sur le pays à l'échelle internationale. Et c'est en étant arrivé à un point où même la population commençait à croire que nous, en tant que Centrafricains, nous n'étions pas engagés pour notre propre pays. Et là, je me suis dit qu'il faut quand même que j'essaye de faire quelque chose. Déjà des actions sur le terrain, mais je me suis dit que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice et que surtout, j'étais pas la seule. Je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à penser comme ça. Il y avait beaucoup d'autres jeunes qui s'engageaient. Et donc, me disant, une de plus, ça pourrait vraiment transformer les choses aussi. On sait qu'en tant que femme, on porte un agenda et on porte une vision et une détermination, je pense, qui peut être bénéfique pour nos pays. Et il faut être là où les décisions sont prises. Mais il faut être là aussi. J'aime bien le thème de technocrate pour les femmes aussi, parce que c'est un milieu d'hommes où beaucoup, quand on a la table officielle, généralement, on a les décisions finales sont prises, mais il y a tout un travail de back-office, on va dire, qui, je pense, pèse énormément ensuite sur comment influencer les décisions, mais aussi les agendas qui peuvent être bénéfiques au fait pour nos pays. Et je pense que les femmes peuvent se trouver aussi, doivent se trouver aussi à ce niveau-là, et on n'en a pas beaucoup, malheureusement, dans nos États. En tout cas, en République centrafricaine, ce n'est pas vraiment le cas. Surtout les jeunes femmes, être jeune et être une femme. Exactement, c'est qu'on a encore cette vision, et c'est triste à dire finalement, parce que même au sein de ces ministères-là, les rares femmes qui y sont, moi je continue à dire qu'on a une forme de plateau de verre, de plafond de verre encore, même avec les femmes qui sont quelquefois à des postes de décision ou des postes d'influence au sein des ministères ou d'autres institutions. Et on se retrouve confronté à ça. Donc on est jeune, si on prend nos pesanteurs socioculturelles, c'est qu'au fait, on ne sait rien, on doit plus se taire et apprendre. Donc, tu as plus l'impression de faire un stage qu'une lectatrice à part entière. Et la deuxième chose, c'est que même tes idées peuvent être combattues. Et donc, plus on est nombreuses, mais j'adore aussi l'un des points dans le manifesto, de dire que la dimension intergénérationnelle doit être là. On doit avoir cette solidarité-là qui lie nos aînés et nous, les jeunes femmes, pour qu'on puisse pleinement jouer le rôle qu'on doit jouer au fait, voilà, pour changer les choses. Tu as parlé de c'est quoi être un leader et être un leader féministe. Donc, comment tu définis ça? Être un leader féministe, c'est reconnaître avant tout pour moi le fait que les femmes, déjà reconnaître le fait qu'il y a un gap
dans le leadership en matière de représentation des femmes. C'est reconnaître que les femmes ont ce potentiel et une plus-value, je dirais. Elles méritent d'avoir la place qu'elles devraient avoir, au fait, dans les organes de prise de décision. Et aussi, pour moi, être leader féministe, c'est, comment dire, continuer à préparer les nouvelles générations pour qu'elles puissent se battre comme nous, on essaie de le faire, comme nos mères l'ont fait, comme nous essayons de le faire aussi, pour pouvoir faire tomber les pesanteurs socioculturelles. Pour moi, c'est vraiment ces trois dimensions-là. C'est vraiment reconnaître tout le combat féministe qui se fait pour que les femmes puissent gagner, pas mériter, mais vraiment être à la place où elles doivent être. Et c'est aussi travailler avec les nouvelles générations. Je pense qu'il y a une question de transmission aussi qui est assez importante à ce niveau-là. Et ton expérience de participation inclusive des jeunes femmes, à quoi devrait-elle ressembler? Alors, l'inclusion, je pense que ça devrait ressembler déjà, ça commence à la base. Quand on parle d'inclusion, il n'est pas tant juste question d'avoir les jeunes femmes vraiment, comment dire, au plus haut niveau, c'est pas là. Je pense que même au niveau de la gouvernance locale, ça démarre à partir de là. Tant que ce sont des lieux de décision, tant que ce sont, même dans les associations locales, au fait aussi, où les jeunes femmes peuvent s'exprimer, développer leur capacité et être à même de pouvoir, au fait, jouer pleinement leur rôle en tant qu'agent de changement, au fait, au sein des communautés. Et c'est aussi mettre en valeur ces jeunes femmes-là, en soulignant le travail qu'elles font. Je pense que valoriser les jeunes femmes, c'est aussi favoriser l'inclusion parce que ça permet de changer les mentalités. Et sur la durée, on espère, je pense, pouvoir avoir plus de jeunes femmes. Donc, ça prend différentes dimensions et à différents niveaux, mais à tous les niveaux du plus bas, donc au niveau le plus communautaire, au niveau le plus institutionnel, je pense qu'il y a de la place pour la mise en valeur et surtout l'inclusion des jeunes femmes. Donc, surtout dans les processus de la paix où tu es vraiment une experte, comment tu vois les choses? Comment tu vois, on peut changer cette culture? Ça devient vraiment une culture dans les réunions, dans les consultations, dans tous ces rapports qu'on écrive. Mais vraiment, est-ce qu'il y a une participation où la jeune femme a une voix, où elle est vraiment prise au sérieux, où on voit vraiment de l'impact après? Je pense que les rares fois où j'ai vu quand même qu'il y a eu des changements, c'est que la jeune femme en question ou les jeunes femmes en question ont un peu tapé du poing sur la table pour dire qu'au-delà d'être là, elles voulaient plus. C'est ça, au fait, c'est qu'elles n'ont pas quémandé, mais elles ont vraiment demandé, nous voulons, on veut faire plus que ça. Au-delà de cette rencontre, voilà ce sur quoi nous on s'engage, voilà ce que nous prévoyons de faire. Et même après les rencontres, on continue à aller à revenir au fait les décideurs, au fait. Elles n'ont pas lâché prise. Et je pense que c'est là où il y a la différence, c'est que si on a des accès au fait aux tables, on nous invite, comme tu dis, c'est ça, on a là. Quelquefois, c'est sincère dans une certaine mesure, mais je pense qu'en tant que jeune femme, on a une part de responsabilité, ne nous le donnera pas simplement, facilement. C'est qu'il faut qu'on puisse tenir la mesure et continuer à pousser aussi. Et ça vient avec beaucoup de solidarité. Je pense que l'expérience de nos mères, et si on doit parler vrai, l'expérience de nos mères nous a montré à quel point c'est difficile pour elles de se mettre d'accord quelquefois. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça, mais je pense que la solidarité, créer des espaces aussi, montrer qu'il n'existe pas qu'une seule voix de jeunes femmes, mais montrer qu'il y a une diversité de voix entre les femmes. Par exemple, dans un seul pays, il n'y a pas une seule Kessie et Como, il y en a beaucoup d'autres qui parlent aussi et de montrer que donc c'est pas une demande individuelle, c'est pas une envie de se mettre juste en valeur, c'est tout un engagement et tout un dynamisme au fait qui vient derrière avec des milliers d'autres femmes. Donc je pense que c'est ça, on a une autre part aussi de travail à faire parce qu'on sait que les institutions ne vont pas, c'est pas eux qui vont nous le donner juste parce qu'on le demande. On doit créer l'espace. Effectivement, je pense que c'est ce que je pense que Nala est en train de faire aussi. Hein. Et donc, tu as signé le manifeste des jeunes femmes africaines et tu es la championne de la troisième revendication, l'élimination de la discrimination entre les sexes. Et ton expérience, surtout en militantisme et en politique, comment tu vois qu'on peut vraiment avancer cet agenda panafricain? Oui, je pense qu'il y a
la solidarité africaine. Et je pense qu'Aya, tu es la mieux placée pour avoir été envoyée spéciale de la jeunesse pour l'Union africaine et surtout de la connaissance que tu as du continent. On a un défi majeur en tant que jeune et encore plus précisément, plus spécifiquement en tant que jeune femme africaine, c'est qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on ne se partage pas assez d'informations. Je pense qu'il y a des efforts qui se font. On a des initiatives, on a Aoline et autres, mais des initiatives comme ça, féministes, jeunes féministes, comme je pense qu'il n'y en a pas assez. Et là où je pense qu'il nous faudrait agir, c'est surtout déjà de connecter, déjà nous connecter entre nous dans nos pays, là où nous sommes championnes, là, de travailler avec nos pairs, les mettre en avant et peut-être les drainer aussi, les sensibiliser à cet agenda-là pour que quand elles ont l'occasion de pouvoir rencontrer les autorités, elles puissent aussi porter l'agenda avec nous à ce niveau-là. Et pour moi, la deuxième chose, c'est de pouvoir permettre une collaboration, juste peut-être un échange, même si c'est pas évident avec l'accès à Internet, mais du mieux qu'on peut pouvoir permettre aux jeunes femmes de se connaître à travers le continent et partager, débattre sur le pourquoi on mène ce combat-là. Pourquoi depuis autant d'années, au fait, les choses n'avancent pas? Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? La même question que tu m'as posée là, qu'on puisse se le poser entre nous aussi. Je pense que c'est beaucoup de ça. Et la dimension intergénérationnelle, qui je pense reste aussi très importante, c'est qu'elle doit commencer dans nos pays même. Je peux te dire, on a organisé un symposium sur les femmes, la paix et la sécurité en République centrafricaine, et on a encore des discours disons que non, mais que les jeunes filles doivent attendre et essayer d'apprendre du passé de leur mère parce que c'est elles, les jeunes filles ne cherchent pas à connaître leur mère. Donc déjà, il y a une stigmatisation de ces jeunes femmes-là, mais il nous faut créer cet espace-là pour qu'elles échangent. Et nos mères, parce qu'elles aussi, ces femmes leaders-là, elles sont en contact avec leur père au niveau continental. Et donc, c'est comment, tu vois, broder, comment dire, tisser un peu les liens en mélangeant cette dynamique intergénérationnelle, transfrontalière, continentale, pour pouvoir en faire quelque chose de plus grand et avoir un tissu lourd, on va dire, d'engagement de femmes et de jeunes femmes ensemble. Moi, c'est comme ça que je le vois. On est en train d'avancer vraiment très peu et peut-être, oui, cette vision qui est intergénérationnelle et de la solidarité qui va peut-être nous avancer. Donc, à titre personnel, est-ce que tu as subi de la discrimination basée sur le genre? Ah oui, ça je pense que c'est commun. Ma formation de base, je fais de la géopolitique. Donc j'ai un diplôme en géopolitique et en sécurité internationale. Pour te dire la vérité, c'est un monde d'hommes. C'est vraiment un monde d'hommes. Donc pour le coup, je suis pas très grande de taille. Ça vaut ce que ça vaut. Mais C'est ça compte pareil, c'est énormément. pareil. Je suis pas très grande de taille et on va dire, je réfléchis un peu vite. Et donc, très vite, c'est qui cette petite fille, au fait, qui parle beaucoup comme ça? Tout de suite, on te colle l'étiquette de la personne, de la jeune fille qui parle beaucoup. Mais la manière dont tu réfléchis et tu présentes tes idées, on a tendance à te dire au fait que tu l'as lu quelque part, ça ne peut pas venir de toi. Et donc, d'ailleurs, c'est face à ça, face au fait que, je peux le dire aussi, le fait que j'ai fait mes études à l'étranger, surtout dans le contexte de mon pays, a été aussi une raison, le fait que je sois jeune, que je sois femme, que j'ai étudié à l'étranger. En gros, je mettais je portais trop de manteaux qui juraient avec les pesanteurs socioculturelles. Donc, pour le coup, au fait, tu le ressens, on te prend pas au sérieux. Ce que tu dis est remis en question. On te fait venir dans des réunions, mais au fait, généralement, on essaie de te préparer le document. Ça aussi, j'appelle ça de la discrimination parce qu'on essaie de te drafter le document comme si tu n'étais pas capable de le faire. Ce à quoi moi, depuis déjà plusieurs années, j'ai décidé de refuser, au fait. Parce que si tu m'invites, c'est que j'ai des choses à dire. C'est pas pour que tu me mettes les mots dans la bouche. Donc, j'ai eu à vivre ces différentes discriminations-là. Et puis, au niveau international, c'était plus ou moins la même chose aussi, hein, mais on va dire que je me suis endurcie dans une certaine mesure. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis vraiment tournée énormément vers la recherche. Je pense que c'est ça, c'est que, tu sais, Aya, au-delà de revendiquer, on nous dit souvent, mais où sont vos preuves? Même quand on parle de la jeunesse, où sont vos preuves? C'est qu'au-delà pour moi maintenant de travailler avec, j'ai mis Ourou, ça fait une dizaine d'années, mais aujourd'hui, je me tourne beaucoup plus vers la recherche pour aller avoir des preuves.
C'est qu'au-delà de ça, si on dit que si je crie, si je dénonce, si je propose et qu'on me dit que ça ne repose sur rien, bah, à partir de maintenant, non, ça reposera sur des faits, sur des chiffres et sur des données que j'aurais collectées sur le terrain. Donc, c'est une manière stratégique que moi j'ai développée pour essayer de combattre en fait cette discrimination. Et donc, quel sera ton conseil pour la jeune version de Casey? Je lui dirais, enfin, de ne pas écouter ce que les hommes surtout, c'était parce que les personnes qui m'ont le plus discriminée, c'était des hommes d'un certain âge. Et tu sais, dans notre culture, on a tendance à dire qu'ils sont l'essence même de la connaissance dans une certaine mesure. Je lui dirais, au fait, non, ils n'ont pas la science infuse. Je lui dirais, avance ce que tu dis, ce que tu disais, ce que tu penses et comment tu réfléchis et comment tu présentes tes idées, on valent la peine. De ne pas écouter. Parce qu'au-delà, c'était vraiment pour moi ça le blocage. D'ici, ces messieurs-là me disent ça, ils sont quand même à un certain niveau. Ça veut dire que, voilà, donc peut-être que je dis n'importe quoi. Et ça m'a bloqué pendant pas mal de temps. Comment je faisais sortir tout ça, c'est que j'écrivais beaucoup. C'est que mes réflexions sur le pays, mes idées pour travailler avec les jeunes, mes idées pour aider le pays, au lieu de le dire, je l'écrivais. Parce que apparemment, je n'avais pas le droit de le dire et que mes idées ne collaient pas. Donc, je dirais à cette petite-là, au-delà de ça, écris, mais va et quand il dit ce que tu as à dire. Et n'écoute pas ces hommes-là surtout. C'était ça. Un très bon conseil. Alors, ma dernière question pour toi, c'est quelle est la personne qui t'inspire le plus? Ah, la personne qui m'inspire le plus, c'est ma mère. Parce que ma mère, c'est une féministe aussi. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Ma mère est une féministe. Elle est engagée pour le pays. Ça fait depuis des années qu'elle est engagée pour le pays. Depuis ma naissance, c'est la femme que j'ai vue enceinte de 9 mois, de 8 mois, en train de passer son master. Elle avait 6 enfants, mais au-delà de ça, qui te lit des livres, ce qui n'est pas commun chez nous. Elle nous lisait des livres, mais c'était pas des livres, c'était pas Tom Tom ou Oui Oui, quoi. C'était vraiment des histoires qui te construisent psychologiquement. C'est une femme qui m'a appris à m'indigner, qui a toujours accepté ma colère ou mon indignation face aux choses et qui me demandait toujours, surtout, d'expliquer pourquoi. Pourquoi je m'indigne contre ça. Et elle m'a permis de construire ma capacité à non seulement à réfléchir, mais à structurer les idées sur le pourquoi les choses ne vont pas et comment on pourrait changer les choses. Et donc ça, pour elle, c'est ma plus grande inspiration. Et puis indirectement, c'est pas parce que tu es Aya, mais effectivement, pour moi, tu fais partie aussi des modèles dans la mesure où tu es jeune, mais on voit au-delà de parler, tu fais des choses. Et ça crée un équilibre qui nous permet de montrer aussi aux nouvelles générations que, effectivement, et c'est le message que je passe souvent aux nouvelles générations, c'est qu'au-delà de nous indigner, il nous faut faire des choses qui montrent que ce qu'on dit est vrai ou que ce qu'on propose peut marcher. Il nous faut tenter les choses. Et je pense que c'est vraiment ça pour moi, quoi. En fait, je voulais te demander un message ou mais c'était vraiment le message parfait. C'est de vraiment passer à l'action, ne pas que revendiquer. Je crois que tu me laisses pour moi surtout, c'est de ne pas juste parler, c'est d'avoir des preuves et de passer à l'action. C'est vraiment la voix de la femme, la jeune femme surtout. C'est les deux. C'est vraiment avoir une voix Exactement. très, très, très forte et que les gens vont nous prendre au sérieux, mais aussi qu'on a des preuves et on peut justifier pourquoi on a besoin de l'égalité. Donc, merci pour ces messages très forts. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux membres du NALA et les jeunes femmes qui déjà tu les inspires avec cette interview? Bah, écoute, la chose que j'aimerais dire, c'est que déjà, que je pense que j'ai leur accord pour pouvoir diffuser leur profil auprès des jeunes filles avec qui je travaille ici, parce que c'est super important, comme j'ai dit, elles ont besoin de modèles aussi.
Et pour moi, je souhaite aux membres aux membres du conseil de continuer à faire le travail qu'elles font et qu'on puisse continuer à vulgariser le travail que nous faisons toutes au fait auprès des nouvelles générations pour qu'on ait peut-être de nouvelles générations de Nala, de Nala féministes dans les années à venir encore. Merci beaucoup, Kessie, et Merci, Aya. on est très, très fiers de toi. Oh, vraiment, on est très, très fiers de toi. Tu es engagée sur plein d'initiatives et quand je t'ai adressé l'invitation, tu étais directement, ouais, tout pour l'agenda féministe. Et donc, merci, très, très fiers de toi et tu es un modèle pour Merci à toi. plusieurs jeunes femmes et jeunes filles. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aya. Passe une bonne fin de journée. Toi aussi. Ciao, ciao. Ciao.